Et bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le livre La Passe-Miroir tome 1 Les fiancés de l'hiver que j'ai lu cet été, qui m'a accompagné un petit peu partout dans mes voyages et je l'ai terminé assez rapidement finalement parce que j'ai été vraiment assez captivé par ce bouquin, j'ai trouvé vraiment sympa. Alors c'est un livre qui est sorti il y a un petit moment maintenant, je sais que je m'y prends un petit peu tard pour vous donner mon avis là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà lu, mais peut-être que justement ça vous intéressera d'avoir mon avis sur la question, sachant que je crois avoir vu quelque part qu'il s'est vendu à quelque chose comme 800 000 exemplaires, rien qu'en France peut-être, je sais pas tellement si c'est en France ou dans le monde, mais en tout cas c'est assez énorme. Donc sacré succès quand même mine de rien, et je vais vous dire un petit peu ce que moi personnellement j'en ai pensé. Et sans plus attendre, si vous vous demandez déjà s'il m'a plu ou pas, eh bien... Bah disons que je l'avais même pas encore terminé que déjà j'avais acheté... ça, c'est-à-dire les autres. Alors à votre avis, est-ce que j'ai aimé? Bah oui, hein, oui, j'ai complètement adoré ce bouquin, c'était vraiment super sympa, mais j'ai tout fait tomber. Bon ça va, ils ont rien, ils sont toujours vivants. Donc oui, comme je vous disais, j'ai vraiment adoré ce livre, c'était vraiment excellent, j'ai trouvé ça super sympa, et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé un petit peu plus en détail, en deux parties. Dans un premier temps, on aura une partie no spoil, c'est-à-dire dans laquelle je vais pas du tout spoiler ce qui se passe dans l'histoire, je vais vous donner mon avis global sur l'histoire, sur le scénario en tant que tel. Je vais aussi vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, mais très brièvement, sans entrer dans les détails. Ce que je vais vous raconter si j'entre dans le détail du scénario, c'est vraiment le tout début, la petite mise en bouche, histoire que vous sachiez au moins un petit peu de quoi ça parle. Et puis enfin, dans un second temps, on verra une partie avec spoil, donc je vous préviendrai, il y aura un petit jingle entre les deux pour que vous puissiez savoir exactement quand est-ce que ça commence, et que vous puissiez quitter la vidéo si jamais vous avez pas envie de savoir ce qui se passe. Et dans cette partie, je vais entrer un petit peu plus dans les détails, un petit peu plus sur les moments clés qui m'ont vraiment plu, ou les moments clés qui m'ont marqué, tout simplement. Donc voilà, c'est parti, sans plus attendre, pour la partie sans spoil, on y va, let's go! Bien alors, de quoi parle ce livre, La Passe-Miroir, Les fiancés de l'hiver, écrit par Christelle Dabos. La couverture est... je trouve que les couvertures sont toujours vraiment extrêmement jolies, j'aime beaucoup le petit design, c'est à la fois très détaillé et très minimaliste au niveau du décor, j'aime vraiment beaucoup. Ce style crayonné un petit peu, j'aime vraiment bien, c'est vraiment très sympa. Et là vous vous demandez peut-être ce que c'est que cette ville bizarre là, vous qui êtes en partie no spoil, mais je ne vous le dirai pas, vous verrez bien. Bref, et donc je disais, de quoi est-ce que ça parle? Dans ce livre, on nous raconte l'histoire d'Ophélie, qui est donc une jeune fille, qui est la fameuse passe-miroir, qui est donc le titre de la série de livres. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire être une passe-miroir? Ça veut dire que vous pouvez littéralement vous servir des miroirs comme des portails de téléportation. Et Ophélie, en dehors du fait de pouvoir passer dans les miroirs pour pouvoir aller d'un point A à un point B très rapidement, elle est aussi ce qu'on appelle une liseuse, c'est-à-dire qu'en gros, en touchant les objets, elle est capable de rembobiner, de lire toute la mémoire de l'objet et de voir tout ce qui s'est passé avec cet objet. C'est-à-dire que si jamais il s'est passé quelque chose de grave avec cet objet, par exemple si jamais elle touche un fusil, par exemple, eh ben elle va voir qui a été tué avec ce fusil-là. Si elle touche une balle de fusil, eh ben elle va vivre la vie quelque part, en tout cas elle va voir les souvenirs de cette balle, elle est capable de lire la mémoire des objets et de voir ce qui s'est passé avec cet objet-là. Le monde de la passe-miroir est composé de plusieurs grosses villes qu'on appelle des arches, et dans chaque arche, les gens ont un type de pouvoir particulier, si vous voulez. Et alors après qu'on ait fait connaissance avec ce personnage, dans les quelques premières pages de l'histoire commence avec un mariage arrangé. Pour vous la faire simple, Ophélie, elle est assez asociale, c'est un personnage qui est plutôt centré sur ses propres passions à elle aime pas trop les gens, et là d'un seul coup, alors qu'elle a déjà refusé plusieurs demandes en mariage justement parce qu'elle aime pas trop les gens, elle aime plutôt son musée en fait, puisqu'elle travaille dans un musée et sa seule passion c'est son musée, et bah là d'un seul coup on vient lui annoncer que elle va devoir épouser un homme qui vient d'une autre arche, et qui s'appelle Thorn, qui vient de l'arche qu'on appelle le pôle. Et le problème c'est que Ophélie, elle a lu pas mal de trucs sur les gens qui habitent là-bas, et apparemment c'est quand même des sacrés barbares, sanguinaires, etc., etc., donc elle a un petit peu peur, elle a pas du tout envie de se marier, sachant qu'en plus, elle va être obligée carrément de quitter son arche avec son musée, tout ce qu'elle aime, pour aller vivre dans le pôle. Et je vais m'arrêter là puisque nous sommes en partie sans spoil, et donc si vous voulez savoir la suite, eh bien je vous invite à acheter ce livre si ça vous a donné envie. Pour ma part, je l'ai vraiment adoré. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Déjà, ce que j'ai trouvé cool dans ce livre, c'est que tous les personnages sont
extrêmement intéressant. Vous allez voir, quand vous allez lire le livre, vous allez faire la rencontre avec plein de personnages, et ils sont tous vraiment passionnants, ils ont tous des caractéristiques très bien définies, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage qui se ressemble vraiment, les noms sont très bien choisis, à chaque fois c'est des noms extrêmement simples, que vous retenez très facilement. Donc en fait c'est ça qui est bien, c'est qu'au niveau des personnages, vous n'êtes jamais perdu, et c'est un gros avantage, puisque par contre pour tout le reste, vous allez être complètement paumé. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Bien sûr que non. Oh là là, cette transition de malade. Parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au début vous allez vraiment vous demander mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ce mariage arrangé doit se faire avec Ophélie, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'elle pour ça, enfin voilà, on comprend pas tellement pourquoi c'est elle qu'ils ont choisi, on comprend pas tellement pourquoi ce mariage est nécessaire finalement, puisque toutes les découvertes on les fait en même temps que le personnage principal, et le personnage principal dans ce livre ne comprend rien à ce qui lui arrive. Et donc vous non plus, vous ne comprendrez rien à ce qui lui arrive. Mais c'est hyper grisant, parce qu'en fait vous avancez, vous voulez savoir, et plus vous avancez, plus vous avez envie de savoir, parce que plus tout vous paraîtra étrange finalement. Et moi j'adore ce sentiment d'égarement finalement qu'on a tout le long du livre, on est tout le temps complètement perdu. De bout en bout, c'est très compliqué de comprendre ce qui est en train de se passer, mais c'est pas du tout frustrant. À aucun moment vous allez être perdu, mais sans avoir le sentiment que vous progressez quand même en fait. Vous avez quand même le sentiment de découvrir toujours quelque chose, et ça c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement bien joué de la part de l'auteur. Après, ce que j'ai beaucoup aimé dans le bouquin aussi, c'est qu'on a une héroïne qui est vraiment très attachante. Elle est très sympathique. Elle a des petites particularités qui sont rigolotes. Par exemple, elle a ses lunettes qui vont changer de couleur en fonction de son humeur, et sachant que la couleur en fait de ses verres de lunettes évolue en fonction de, par exemple, si elle est en colère, les verres vont devenir un peu noirs, etc. Enfin, je sais plus exactement quelle couleur correspond à quoi, mais c'est toujours assez facile à identifier, et c'est toujours quelque chose que les autres personnages du coup vont remarquer, et c'est quelque chose qui est drôle du coup. Et puis pareil, la première chose qu'on nous dit, c'est que c'est un personnage qui est extrêmement maladroit, donc de temps en temps il va lui arriver plusieurs trucs qui sont dus à sa maladresse, évidemment, puisque forcément c'est mis en place dès le début, ça qu'elle est maladroite, forcément c'est quelque chose qui va l'handicaper un peu tout le long de l'histoire, à chaque fois ça va jouer un petit peu en sa défaveur ou en sa faveur. Vous allez découvrir des personnages qui ont des pouvoirs extrêmement intéressants, aussi des pouvoirs qui sont assez inédits, que j'avais jamais vraiment vus dans d'autres séries littéraires, ou même dans d'autres séries de films. Vous allez découvrir des endroits qui sont extrêmement iconique. Personnellement, il y a plein d'endroits que je trouve déjà cultissimes. Vous allez découvrir des lieux très dépaysants, vous allez être dans des endroits qui sont extrêmement grisants finalement, vous allez vivre un scénario qui est très perturbant, et pas perturbant dans le mauvais sens du terme, hein, perturbant dans le sens déboussolant si vous voulez. Vous allez plus du tout savoir ce que vous foutez là, vous allez plus du tout savoir vers où vous voulez aller, en fait vous ne savez pas où ça va, et vous êtes obligé de vous laisser un peu porter par l'histoire, un petit peu comme ce que vit Ophélie finalement tout au long de l'histoire, et c'est quelque chose qui est très intéressant. Enfin bref, j'espère que je vous ai pas trop spoilé, j'espère que j'en ai pas trop dit, j'ai essayé de vous en donner un petit peu sans trop vous en dévoiler non plus, parce que sinon j'avais pas envie de vous gâcher quoi que ce soit. Normalement ce que je vous ai dit, ça ne vous gâche absolument rien. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ce que j'ai pas aimé, hein, vous aurez remarqué, et c'est pas pour rien, c'est parce que là, comme ça, j'ai beau y réfléchir, je ne trouve aucun vrai gros point négatif à ce livre. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Au début, on pourrait croire que ça traîne un petit peu en longueur, c'est un petit peu long à démarrer, parce que, bah, en fait, au début, comme vous êtes paumé, vous êtes un peu en train de vous dire, oui, bon, allez, quand est-ce que ça commence, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fin de compte, c'est un point positif, parce que c'est une fois que vous avez accepté ce truc-là, une fois que vous avez accepté d'être perdu, de suivre un peu l'histoire sans savoir du tout où ça va, parce que vraiment, quand je vous dis que vous êtes perdu, c'est que vous ne savez même pas ce que vous foutez là, hein. Vous êtes complètement largué de bout en bout. Une fois que vous avez dit, ok, je suis perdu, c'est pas grave, on verra bien où on va, et bah l'histoire devient grisante, et ça, ce sentiment devient vraiment extrêmement appréciable. En tout cas, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai trop aimé, c'était trop bien. Sachant que on m'a dit que la suite était encore mieux que le premier tome, donc je n'ai qu'une seule hâte maintenant, c'est d'attaquer le tome 2. Et donc voilà, ce sera tout ce que je vous dirai pour cette partie sans spoil. À partir de maintenant, je vais passer en partie avec spoil. Donc si vous n'avez pas envie de savoir ce qui se passe, si vous voulez découvrir le livre par vous-même, ce que je vous encourage très chaleureusement à faire si vous ne l'avez pas encore lu, eh bien je vous invite à quitter la vidéo maintenant, et si vous voulez en savoir plus, ou alors si vous vous en foutez d'être spoilé, ou que vous avez déjà lu le livre, eh bien dans ce cas, on se retrouve dans quelques secondes en partie avec spoil. C'est parti, jingle!
Bien, alors maintenant que nous sommes en partie spoil, je vais pouvoir vous dire un petit peu plus en détail ce que j'ai pensé de ce livre. Donc à partir de maintenant, je considère que vous avez lu le livre ou alors que vous en avez rien à faire d'être spoilé. C'est parti, on y va. Il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre, hein, je pense que maintenant vous l'avez compris, mais si je devais entrer plus dans le détail, je devrais d'abord commencer par parler des personnages. J'ai vraiment trouvé que les personnages étaient un énorme point fort de ce début de série de romans, parce que finalement j'ai pas encore lu la suite, donc la suite je sais pas encore ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce premier tome de La Passe Miroir était vraiment très intéressant au niveau des personnages, en particulier parce qu'on découvre vraiment beaucoup de choses sur eux au fur et à mesure finalement. C'est-à-dire que des personnages comme Renard, qui va nous paraître un petit peu sympathique au début, va finalement se révéler comme étant quelqu'un de vraiment hyper important et hyper amical finalement. C'est un ami très fort à la fin de l'histoire de l'héroïne. Et même l'héroïne elle-même, je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant. C'est un personnage qui va tout au long de l'histoire évoluer, qui va passer d'un état de non, je veux rien savoir, ce mariage c'est de la merde, oh là là, hors de question que je m'implique là-dedans. À la fin, elle commence à vraiment prendre conscience que déjà, d'une part, de toute façon, tout lui échappe, elle n'a aucun contrôle sur sa situation, donc de toute façon tout rejeter en bloc, ça sert à rien. Au contraire, ça a même tendance à la mettre en danger plus qu'autre chose. Et elle va aussi commencer vraiment à s'impliquer et à se sentir investie finalement dans l'histoire des dragons, et surtout dans l'histoire de Thorn et de sa tante Bérénilde, je crois. Et évidemment, comment parler des personnages sans parler du fameux petit chevalier? On sait juste que c'est un petit chevalier, et Bérénilde nous dit que c'est un mec hyper dangereux, que c'est probablement le mec le plus dangereux du clair de lune. Et déjà de base, sa description par Bérénilde est extrêmement cool, parce que le gamin, il a 10 ans, il a l'air sympathique, on voit que Bérénilde a l'air de bien s'entendre avec lui, mais finalement, la première chose qu'elle nous dit, c'est, enfin qu'elle dit à Ophélie, c'est surtout, tu l'approches pas, il est hyper dangereux. Et toi tu le regardes, c'est un petit gamin tout innocent et tout, alors là ça nous rappelle toutes nos pires angoisses concernant les enfants, ça fait penser à The Grudge, à The Ring, etc., où c'était des enfants qui massacraient tout le monde. Et quand il s'avère qu'on a la preuve et la démonstration d'à quel point il est dangereux, bah en fait il l'est réellement quoi. C'est montré vraiment quand on apprend que c'est lui qui a, à lui tout seul, massacré tout le clan des dragons. C'est assez impressionnant quand même, parce que sans le moindre effort, il a réussi à massacrer tout un clan, supposé être des énormes badass quand même, hein. À la base c'est des mecs, c'est des montagnes de muscles, ils ont un pouvoir qui est extrêmement impressionnant, ils sont capables de littéralement tuer les gens par la pensée, et lui il arrive et il défonce tout le monde à lui tout seul. En fait là, à ce moment-là, on se dit ah ouais, il est dangereux à ce point-là. Ok, d'accord. Je le trouve super. Le personnage du petit chevalier, le pire, c'est que on sait quasiment rien de lui, quoi, finalement. On sait juste qu'il a 10 ans et qu'il est méga dangereux à la fin de ce pavé, là. Et ça donne que envie de lire la suite, en fait. On veut vraiment savoir jusqu'où ça va aller, comment ils vont faire pour échapper à ce bonhomme. Puis pareil, il y a beaucoup de relations qui vont être intéressantes à étudier. Vous avez la relation entre Thorn et Ophélie, évidemment, qui est très intéressante à suivre. Au début, on est sur une relation où chacun se rejette en bloc à sa manière, et petit à petit, il commence à se rapprocher. Ophélie, elle se rapproche de lui parce qu'elle cherche finalement quelqu'un à qui faire confiance et une sécurité, alors que Thorn, lui, il se rapproche d'elle parce qu'il commence à développer des sentiments. Les relations entre les personnages sont palpables, on peut les sentir, on les voit, elles existent, c'est très bien fait à ce niveau-là. Toutes les relations sont intéressantes comme ça, et tout le temps, on est tout le temps en train d'assister à des remises en question, des évolutions de relations. Ophélie fait confiance à quelqu'un, ah oui mais non, il fallait surtout pas faire confiance à ce mec là, donc du coup boum, on va retourner sur nos anciens alliés finalement, et puis finalement ah ouais mais des fois elle est chiante aussi celle-là, ouais donc du coup je vais peut-être aller voir là-bas, ah ouais lui il est sympa. On voit qu'Ophélie avance à tâtons dans cette histoire là, des fois au début elle est vraiment fonceuse et elle y va, elle en a rien à secouer, elle fonce, elle en fait qu'à sa tête, boum, ça lui retombe sur le coin de la tronche, du coup à la fin elle commence à y aller vraiment petit à petit, et au final elle reste dans son petit cercle un peu sécurisant quelque part, de Thorn, sa tante, avec à la fin Renard et la mécanicienne dont le nom m'échappe, mais qui est un personnage que j'ai adoré ce personnage. La mécanicienne, elle était géniale quoi. Surtout quand on apprend son histoire de pouvoir avec comme quoi derrière son œilleton là, elle cache en fait un œil, comme quoi c'est la dernière de son clan, etc. et qu'elle peut annuler toutes les illusions de tout le monde. C'est extrêmement cool. D'ailleurs j'ai adoré ce moment-là de l'histoire où elle utilise son pouvoir pour montrer à Ophélie qu'en réalité, les bâtiments extrêmement luxueux dans lesquels elle se trouve ne sont que des illusions, et qu'en fait c'est tout pourri, c'est des bâtiments merdiques. On se rend compte en fait à ce moment-là que toute cette pseudo-richesse, en fait c'est une grande pauvreté qui
qui est là juste sous des artifices, toute cette richesse, ça vaut que dalle en fait. Ce sont que des illusions et c'est pas ça qui fait que ces gens se sentent bien, parce qu'ils sont bercés d'illusions, et en fait ils se bercent d'illusions à longueur de journée. Et j'ai beaucoup aimé aussi pour ça le personnage d'Archibald, qui lui, justement, est très riche, vit dans ce milieu très luxueux. Malgré ça, il est habillé avec des trucs rapiécés, tout ça. En fait, on voit que lui est conscient, enfin c'est comme ça que je l'ai vu, hein. Je sais pas si vous aurez pensé la même chose que moi, mais il est toujours avec des habits, un chapeau rapiécé, des vêtements troués, dégueulasses, etc. Et en fait, on comprend que lui, il s'est même pas donné la peine de donner des illusions à ses fringues pour avoir l'air extrêmement riche et extrêmement beau. Déjà, de base, il a pas besoin de ça pour plaire, il le sait très bien. Mais en plus, ça nous montre quelque chose, je me demande si dans la suite de l'histoire, on va pas se rendre compte de quelque chose comme ça, mais ce personnage a totalement conscience que tout ça n'est que des illusions et que ça vaut que dalle. Et il se donne même plus la peine de donner des illusions à ses vêtements parce que lui sait que de toute façon ce ne sont que des illusions, il se laisse pas berner par ce genre de truc. Je me demande si ça aura une importance sur la suite. Ceux qui auront lu la suite des livres, s'il vous plaît, me dites rien, me spoilez pas, hein, mais peut-être que chez vous ça vous a fait quelque chose, je sais pas, on verra bien. Moi, quand je découvrirai la suite, je suis très curieux de voir, ça me permettra de faire un petit backup en plus sur ce que j'ai dit aujourd'hui. Et puis pareil, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a énormément de retournements de situation qui sont très intéressants. Le fait qu'au pôle, tout est basé sur les illusions, ça offre une liberté immense au retournement de situation et à l'évolution du scénario finalement. On peut faire n'importe quoi, à partir du moment où tout n'est qu'une illusion, l'auteur peut faire ce qu'elle veut, et on sent qu'elle s'en est donnée à cœur joie, tout en faisant en sorte que tout reste crédible. Notamment à un moment donné, oui, oh là là, on va devoir déménager au clair de lune. Ah, fait chier, comment je vais faire? Et l'autre il m'a déjà vu, Archibald, il me connaît, il connaît mon visage, et là, boum, tiens, mets ce vêtement, pouf, et en fait le vêtement c'est du polynectar en gros quoi. Le vêtement, ça lui change complètement son apparence, alors en dessous elle reste la même personne. C'est une illusion et elle change l'apparence complètement quand elle porte ce vêtement. Solution apportée par le fonctionnement de l'arche. En fait, je trouve que ce qui est brillant, chaque arche possède son pouvoir, ça c'est admis, c'est bon, mais chaque pouvoir est déclinable en des milliers de façons d'utiliser ce pouvoir finalement. Il y a des milliards de façons d'utiliser les illusions. Vous avez les dragons qui, en faisant croire à l'esprit qu'il a mal, le corps a vraiment mal. Vous avez la manière dont Archibald utilise ses pouvoirs. Tout le monde a plus ou moins la même capacité, mais chacun l'utilise d'une manière différente et développe et perfectionne une facette bien précise de ce pouvoir-là. Et ça, c'est vraiment très très cool quoi. Alors dans l'histoire, c'est pas comme ça en fait, c'est plus ou moins héréditaire d'après ce que j'ai compris. Dans l'idée c'est ça, c'est-à-dire que chaque personne va pouvoir perfectionner un style de maîtrise différente des pouvoirs offerts par l'arche, pardon. Pareil sur Anima, vous avez certains qui peuvent réparer les objets, vous en avez d'autres qui peuvent les faire rajeunir, vous en avez d'autres qui peuvent lire dans les objets, enfin, c'est vraiment très très brillant la manière dont les pouvoirs sont présentés dans ce livre. Les pouvoirs sont déclinables, variables en fonction des sensibilités de chacun aussi, puisque la passe miroir est capable de passer les miroirs en fonction de sa personnalité. C'est malin d'avoir pensé à ça en fait. J'ai trouvé ça très très sympa, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé extrêmement brillant, de découvrir l'évolution des pouvoirs des différents personnages, la façon dont ils les utilisent, le coup des sabliers, pareil, ça c'était c'est génial, je trouvais ça super bien cette idée. Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est que les serviteurs du clair de lune se voient offerts comme pourboire des petits sabliers, et quand ils déclenchent le sablier, poum, ça déclenche une illusion qui les emmène quelque part, en vacances, se faire un massage quelque part, etc. C'est génial cette idée, c'est super bien, et en fait, encore une fois, c'est basé sur le fait qu'on utilise les illusions, bah voilà, comment est-ce qu'on peut utiliser les illusions pour faire plein de trucs. Il y a une espèce de pseudo-parallèle à faire avec les sciences quelque part, genre en électricité, pour parler de ce que je connais, puisque je suis professeur de sciences, en électricité, on sait que le courant électrique c'est un déplacement d'électrons, bah boum, qu'est-ce qu'on peut faire avec juste ce principe-là pour faire en sorte de créer des ordinateurs, des caméras, des télés, des millions d'appareils électroniques, et en fait tout est basé sur le fait que les électrons se déplacent, et boum, on en fait des tonnes de choses différentes, des tonnes de déclinaisons différentes, on tord ce truc-là dans tous les sens pour pouvoir faire ce qu'on veut avec, et là c'est un peu pareil, bah voilà, on a un pouvoir au pôle, il contrôle l'esprit, c'est des spécialistes de l'illusion, comment je peux tordre ça dans tous les sens pour avoir des centaines de déclinaisons et des centaines d'usages différents de ce pouvoir-là, et c'est très 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 intéressant la manière dont c'est présenté, j'ai trouvé ça brillant. Enfin voilà, bref, tout ça pour vous dire que ce livre-là, je l'ai trouvé excellent, je l'ai trouvé vraiment très très bon, donc si vous ne l'avez pas lu encore, je vous invite fortement à l'acheter et à le lire, parce que c'est extrêmement sympa, c'est clairement une de mes lectures préférées pour l'instant. J'aimerais beaucoup
qu'ils en fassent une adaptation au cinéma. Voilà, sur ces bonnes paroles, eh bien écoutez, moi je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir d'avoir votre avis sur la vidéo, le livre, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'ai très hâte de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines que je ferai. Je vous invite également à aller checker la playlist qui est dans la description et qui contient toutes les vidéos que j'ai faites qui parlent de livres. J'en ai fait pas mal, donc je pense que maintenant je vais en faire une petite playlist pour que vous puissiez toutes les retrouver au même endroit. C'est pas au pluriel, hein. Et si jamais vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux pour qu'on garde contact entre les différentes vidéos, je vous mets tout ça dans la description. J'ai Facebook, Twitter, j'ai Instagram, je suis très actif dessus, surtout sur Instagram. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, tout est dans la description pour ceux que ça intéresse. Et voilà, sur ces bonnes paroles, j'ai fini de parler, alors je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, comme d'habitude, vous commencez à me connaître, je vous fais des bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao!